hyperféritinémies, qui est un sujet finalement important, parce que la ferritine, c'est devenu un dosage biologique que nous utilisons fréquemment pour explorer le métabolisme du fer, et qui a pris une place tout à fait significative pour le diagnostic à la fois des carences martiales et des surcharges en fer. Et donc aujourd'hui, on va parler des hyperféritinémies. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière l'hyperféritinémie, et en particulier les surcharges en fer, et donc le diagnostic des hémochromatoses, notamment l'hémochromatose génétique, et aussi parler de l'intérêt de la ferritine dans le suivi des saignées au cours de l'hémochromatose. Alors, le métabolisme du fer dans l'organisme est maintenant plutôt bien connu, même s'il y a énormément encore d'incertitudes. Tout cela, c'est le fruit de travaux qui sont finalement assez récents en ce qui concerne la régulation, et on verra tout à l'heure, de l'hepsidine. Et il faut quand même se souvenir que, bien sûr, le fer, il est apporté par les aliments, le fer exogène, qu'il y a une absorption du fer au niveau du duodénum, en gros 1 à 2 mg, et qu'en contrepartie, il y a à peu près, par la desquamation notamment des cellules duodénales, où se fait le transfert du fer, une élimination de 1 à 2 mg de l'organisme dans les selles, avec le surplus du fer alimentaire. Donc en fait, l'homéostasie du fer est très bien régulée, et il y a très peu de modifications, donc entrée égale sortie, c'est en faible quantité, à la différence bien sûr des femmes qui ont les pertes sanguines féminines de la menstruation, et aussi de la consommation liée à la croissance du bébé chez la femme enceinte. Donc le fer est dans la circulation, et il va s'échanger avec les hématies, qui représentent le principal stock de fer dans l'organisme, environ 2,5 grammes. Et il y a également du fer en quantité peu importante, mais avec un rôle très important au niveau des cellules, dans le cadre des enzymes et des métalloprotéines, et avec une réserve qui est dans l'os, qui est un peu partout, qui est dans le foie, de l'ordre de 1 gramme. Donc une quantité finalement faible globalement. Le fer des globules rouges, vous le savez, il est réutilisé. C'est le rôle des macrophages de la rate, de recycler le fer et de permettre sa réutilisation au niveau de la moelle osseuse. Au niveau intestinal, tout n'est pas connu, mais grosso modo, le fer donc est absorbé sous forme Fe2+. Il y a également le rôle de l'acidité, le rôle des mucines dans cette modification de l'acidité gastrique. Et arrivant donc dans l'entérocyte, il va être stocké en passant sous forme Fe3+, par la ferritine, et c'est le mode habituel de stockage dans la cellule, et s'échanger avec le milieu intérieur, avec le sang. Et vous savez que la protéine de transport, c'est la transférine, qui transporte du Fe3+. La protéine de stockage dans les cellules, c'est la ferritine. Et il y a un certain nombre de régulateurs, de facteurs qui interviennent dans ces transferts entre la cellule et le milieu intérieur, donc qui interviennent dans la régulation de la sortie et de l'entrée du fer, et qui est cet ensemble qui permet d'avoir une homéostasie du fer. Et ne pas oublier donc qu'une certaine quantité de fer est stockée dans les macrophages au niveau de la ferritine, et qu'en particulier, ce type de stockage rencontre des anémies inflammatoires dans lesquelles on a peu de fer disponible, donc il y a une anémie, c'est une forme d'anémie par carence partielle, sauf que le fer, il est stocké dans les macrophages, et c'est ça qui explique l'hyperféritinémie des anémies inflammatoires. Donc l'élément important de ces dernières années, c'est l'hepsidine. L'hepsidine qui diminue le fer, c'est une protéine rapide de l'inflammation, c'est comme ça qu'elle a été découverte, c'est en faisant sur des modèles animaux de souris l'étude des protéines de l'inflammation que l'équipe parisienne de Cochin a mis en évidence une protéine de petits poids moléculaires qui en fait intervenait dans l'inflammation, et on s'est aperçu par différentes manipulations qu'en fait elle avait un rôle régulateur en augmentant la concentration de fer dans les macrophages et en diminuant son absorption. Donc l'hepsidine, c'est l'élément clé de régulation, c'est une hormone, on va dire, hyposidérémiante. Donc si on veut schématiser ce qui se passe, le fer, quand le fer augmente, quantité de fer augmente absorbée, l'hepsidine augmente, entraîne une rétention de fer dans les macrophages, une diminution de l'absorption de fer au niveau des entérocytes, et donc la conséquence, c'est la diminution du fer total. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. À l'inverse, lorsque le fer diminue, par exemple une hémorragie,
eh bien, l'hepsidine va diminuer, ce qui va entraîner un relargage du fer des macrophages dans la circulation et une augmentation de l'absorption du fer, conduisant ensuite à l'augmentation du fer total. Donc voilà ce qui se passe de façon physiologique et très schématique, bien entendu. Donc c'est un régulateur de l'homéostasie du fer qui s'adapte à l'absorption, qui adapte l'absorption et la localisation cellulaire du fer aux besoins de l'organisme. Si on a une hyperproduction d'hepsidine, ce qui se produit au cours de l'inflammation, car c'est une protéine qui est augmentée dans l'inflammation, produite par le foie, on a une anémie inflammatoire. Si on a une absence de production appropriée d'hepsidine, on a à ce moment-là une hyperabsorption déréglée du fer dans le duodénum, et c'est le mécanisme principal de la surcharge en fer au cours des hémochromatoses héréditaires. Il y a le rôle, on verra tout à l'heure, d'HFE, bien entendu, mais l'hepsidine joue un rôle essentiel. Il y a une mauvaise régulation par l'hepsidine. En fait, dans ce modèle, il y a une hyperabsorption duodénale du fer. Il devrait donc y avoir une hyperproduction d'hepsidine, et en fait, ça n'est pas régulé. Donc, blocage inapproprié de production d'hepsidine, aggravation de la surcharge en fer. Il y a aussi ce phénomène dans les anémies chroniques par insuffisance ou destruction accélérée des globules rouges. On a aussi, au cours des anémies d'origine hématologique, par lyse des globules rouges ou par hémolyse par exemple, on a également un blocage inapproprié qui aggrave en fait le stockage de fer. À ce moment-là, on est dans la situation des hémochromatoses secondaires. Là aussi, un rôle de l'hepsidine. Donc retenez très brièvement de ce survol de métabolisme du fer la constance du capital en fer, le maintien à peu près constant de la concentration de fer plasmatique, donc avec un fer plasmatique, c'est-à-dire la sidérémie, qui reflète 1/1000 du stock. Donc une sidérémie qui ne va être absolument pas un bon reflet ni de la surcharge en fer, ni de l'insuffisance de fer, et qui va varier en permanence sous l'effet des différents stimuli, et qui donc n'est pas un bon marqueur du fer. Et la sidérémie devrait être remplacée par la saturation de la transférine et par la ferritinémie. Donc la régulation, vous l'avez vu brièvement, elle porte uniquement sur l'absorption. Ce qui veut dire que s'il y a une hyperabsorption non régulée, c'est le cas de l'hémochromatose, la surcharge en fer devient inexorable. Il n'y a pas de régulation des sorties, si c'est bien sûr de saigner ou de faire des saignées, et c'est ce qu'on va faire dans le traitement de l'hémochromatose. Donc les besoins physiologiques sont en plus couverts à minima par l'alimentation normale, mais s'il y a un saignement, c'est le cas du saignement menstruel, voire un saignement anormal, s'il y a une grossesse, s'il y a une sous-alimentation, on va se retrouver dans la situation des carences martiales, avec aussi d'autres phénomènes qui interviennent, comme l'acidité gastrique, il y a une diminution de l'acidité gastrique, il y a une diminution de l'absorption de fer, et ainsi de suite. Donc rôle clé d'hepsidine, c'est une hormone qu'on est capable de doser, mais pas en routine, dont probablement le dosage instantané ne signifiera pas grand-chose. C'est un peu comme, si je peux faire une comparaison avec l'ADH, c'est en perpétuel équilibre, donc il va falloir probablement interpréter ces dosages en fonction de la situation clinique et peut-être d'autres marqueurs, mais on voit à l'horizon poindre des potentialités thérapeutiques tout à fait extraordinaires, notamment au niveau des anémies inflammatoires. La possibilité de bloquer l'hepsidine supprimerait l'anémie au cours de l'inflammation. Et la possibilité de donner un hepsidine-like au cours de l'hémochromatose contrôlerait l'hyperabsorption duodénale du fer. Donc on a des potentialités énormes en matière de thérapeutique, mais là aussi, il faut pouvoir fabriquer des composés adéquats. Donc l'hyposidérose donne les anémies fériprix. La surcharge, ça va donner, ou l'hypersidérose, les surcharges en fer ou l'hémochromatose. Et la déviation du métabolisme normal, c'est les anémies inflammatoires, les cancers, les maladies neurodégénératives. Donc dans tous ces états, on va avoir des modifications de la ferritine. Mais si une ferritine basse, en règle générale, en dehors des anomalies génétiques particulières, est en rapport avec une diminution du fer, les hyperferritinémies ne sont pas toutes en rapport avec une augmentation du fer total. Et que si on a du fer dans les macrophages, ça veut pas dire qu'on a une surcharge en fer de l'organisme. Donc il va falloir trouver des outils pour faire la part des choses et s'orienter face à une hyperferritinémie. Donc j'en ai déjà parlé. Donc les éléments importants, c'est la transférine et son coefficient de saturation. Coefficient très bas, c'est en faveur d'un déficit martial, puisque la transférine, c'est ce qui capte le fer dans le sang circulant, et donc sa saturation diminue s'il n'y a pas assez de fer circulant, ça assez de fer relargué. Et au contraire, dans les surcharges en fer, on va avoir un excès de fer, et donc la transférine va être plutôt très saturée. Et une fois que sa saturation sera dépassée, qu'est-ce que va faire le fer? Il va être stocké dans les cellules, et donc par la ferritine, et il va donc y avoir une hyperferritinémie et une augmentation du stockage tissulaire.
Le récepteur soluble de la transférine, c'est surtout intéressant, là aussi, dans les anémies fériprives. Et pour faire le distinguo dans les anémies mixtes, inflammatoires et par carence martiale. Ou dans ces cas-là, on a finalement une ferritine qui peut être normale, alors qu'on a à la fois une inflammation et un déficit en fer, par exemple, dans un cancer digestif avec saignement. Donc vous avez ici les tarifs. Vous voyez que la ferritine est relativement chère. Mais bon, ça reste raisonnable. Donc les mécanismes d'hyperferritinémie, vous avez soit la surcharge, soit la réaction inflammatoire, c'est des mécanismes principaux, avec séquestration dans le système macrophagique, mais vous avez aussi d'autres mécanismes, la lyse cellulaire, puisque la ferritine, c'est le stockage du fer dans les cellules, et qu'on va avoir pas mal de fer, en définitive, dans les cellules hépatiques, les hépatocytes, et dans les cellules musculaires. Et donc, quand on aura des rhabdomyolyses ou des cytolyses hépatiques, on aura une augmentation possible de la saturation de la transférine et aussi du fer et de la ferritine. Il y a également une induction de synthèse par l'alcool, ce qui fait qu'évidemment, si on a une hépatite alcoolique aiguë, on aura la situation typique d'avoir une cytolyse et également une augmentation de la ferritine par la synthèse liée à l'alcool. Il y a également une dérégulation possible par mutation génétique. Des anomalies de la ferritine peuvent également être en cause. Quand on s'intéresse au diagnostic étiologique des hyperferritinémies, ici dans mon domaine, qui est la médecine interne, c'est un travail des collègues de Lyon. Donc quand vous envoyez en médecine interne un patient pour un bilan d'hyperferritinémie, en gros, qu'est-ce qu'on trouve? Vous voyez que la cause principale, ce qui représente 57%, c'est l'hépatosidérose dysmétabolique, ce qu'on appelle le syndrome polymétabolique, le syndrome dysmétabolique, qui est associé à une obésité, à prédominance abdominale, avec une hypertriglycéridémie, une hypertension artérielle, une insulinorésistance. Et en fait, dans ces cas-là, c'est l'insulinorésistance qui entraîne l'hyperferritinémie. C'est un reflet de l'insulinorésistance. Et puis, ça peut aussi avoir un caractère, si ça augmente beaucoup, hépatotoxique, de même que, bien sûr, le syndrome dysmétabolique avec la stéatose, la stéatohépatite et le risque de cirrhose. Ensuite, vous voyez qu'à 18% des cas, c'est l'hémochromatose génétique. Donc, il n'y a que 18% dans un... Alors, attention, c'est dans un recrutement d'hospitalier, donc secondaire. Il est évident, on le verra, qu'en médecine générale, ce chiffre est beaucoup plus faible en population générale. Alors, vous avez d'autres diagnostics et en particulier, vous n'avez pas de diagnostic dans 15% des cas. Il y a l'hémolyse, enfin, il y a différentes situations. L'éthylisme chronique qui est ici, à lui seul, sans avoir d'hépatopathie forcément. Et quand on s'intéresse aux ferritines supérieures à 1000, il y a deux diagnostics qui sortent. C'est les hémochromatoses et l'hépatosidérose dysmétabolique. Et ça nous renvoie aussi à la problématique de la fatigue. Et en fait, quand on recherche des anomalies du fer au cours d'un bilan de fatigue, chez l'homme, on trouve souvent des hyperferritinémies et très souvent on a ce tableau-là. Et chez la femme, on a plutôt des carences martiales. Donc la ferritine est vraiment cet outil qui permet d'aller dans un sens ou dans un autre. Comment s'en sortir? Alors là, je m'inspire d'un topo qu'avait fait le professeur Brissot de Rennes, un collègue interniste qui est devenu hépatologue, le centre de référence des hémochromatoses étant à Rennes. Et vous voyez que la clé du diagnostic, quand on a une hyperferritinémie, c'est la saturation de la transférine. Donc on va voir en cascade les examens biologiques qui sont utiles pour débrouiller ce problème. Donc il y a deux solutions, on va dire. Soit il y a deux possibilités. Soit la saturation de transférine est élevée, soit elle est normale, ou elle est abaissée. Les hyperferritinémies à saturation normale, c'est le syndrome inflammatoire, c'est le syndrome dysmétabolique. On a souvent une saturation basse d'ailleurs. Et puis c'est un certain nombre d'autres anomalies qui sont des mutations rares des hémochromatoses héréditaires, comme on la reverra en mutation en ferroportine, la céruléoplasminémie héréditaire qui est très rare, la porphyrie cutanée tardive, et d'autres causes sans surcharge viscérale en fer, sur lesquelles je ne m'étends pas. Mais on reverra un peu ça tout à l'heure quand même dans le diagramme. Donc dans le syndrome inflammatoire, il y a une hyperferritinémie dès que l'inflammation persiste, un certain temps, mais généralement, elle n'est pas très importante. Elle est de l'ordre de 500 microgrammes par litre, moins de 500 microgrammes. Il y a une hyposidérémie, il y a une baisse de la saturation. Et l'élément clé, ça va être le dosage des protéines de l'inflammation, et en particulier la CRP.
Dans l'hépatosidérose dysmétabolique, qui est le diagnostic différentiel le plus fréquent de l'hémochromatose, on a souvent des valeurs élevées qui peuvent dépasser 1000 microgrammes par litre. Souvent, c'est entre 600 et 1200. La saturation est normale ou basse. Et quand on mesure on reverra ça pour les hémochromatoses, par IRM hépatique, la concentration hépatique en fer, on a des valeurs qui sont assez faibles, de l'ordre de 120 micromoles par gramme. Et en gros, quand on fait le rapport avec l'âge de la concentration hépatique en fer sur l'âge qu'on appelle l'index hépatique en fer, il ne dépasse pas 2. Donc il y a une surcharge en fer qui est finalement assez modeste. Dans les hyperféritinémies à saturation élevée, des causes qui sont fréquentes, c'est les cytolyses dont j'ai parlé, hépatique et musculaire, c'est l'éthylisme chronique qui donne ce genre d'augmentation. Et puis après, et c'est l'élévation caricaturale, c'est l'hémochromatose liée au gène HFE, l'hémochromatose de type 1, qui est la plus fréquente en France, on y reviendra. Il y a d'autres types d'hémochromatose qui peuvent donner le même tableau, on y reviendra. Et puis bien sûr, c'est la situation des transfusions massives chez les sujets qui ont une dysérythropoïèse, qu'on transfuse et qui vont développer une hémochromatose secondaire. Ils vont avoir une surcharge en fer, ils vont avoir une saturation de la transférine élevée parce que tous les stocks sont saturés. Donc les hépatites aiguës, bien sûr, vont pouvoir augmenter la ferritine, les hépatites chroniques également, et on voit bien que le marqueur biologique, ça va être le marqueur de cytolyse, c'est-à-dire les transaminases. Dans la cytolyse musculaire, ce sont les enzymes musculaires, c'est-à-dire les CPK principalement, ou les azates, qui en général dans les rhabdomyolyses sont supérieurs aux alates. Bon, il va de soi que si on est en situation aiguë, cette élévation qui peut être relativement importante va baisser, puisqu'une fois que la cytolyse aura disparu, les choses vont se réguler progressivement. Donc dans l'éthylisme chronique, c'est parfois très élevé, parfois plus de 1000, en l'absence de toute cytolyse et surcharge en fer. Il y a une stimulation de la synthèse de la ferritine par l'alcool, et il y a souvent une hypersidérémie associée, donc c'est le piège finalement. Et il y a d'autres marqueurs, il suffit d'utiliser des marqueurs comme la CDT, des marqueurs de l'éthylisme chronique qui vous permettent de vérifier cette réalité, même si elle n'est pas avouée. Bon, le troisième diagnostic, c'est celui d'hémochromatose liée au gène HFE, et on y reverra ça tout à l'heure. Donc, si on résume dans un algorithme la situation, la saturation est augmentée, on dose des transaminases. Les transaminases sont augmentées, on va vers la cytolyse. Les transaminases sont normales, on va vers l'hémochromatose, HFE ou non-HFE. Alors, c'est caricatural, parce que dans les hémochromatoses sévères, il y a une hypertransaminasémie, bien entendu. Mais c'est généralement pas une hypertransaminasémie très, très importante. Et de toute façon, à partir du moment où on est dans cette situation, on va explorer le foie de ces patients, et donc on va rectifier finalement le diagnostic. Quand la saturation est normale ou abaissée, soit on est dans un syndrome inflammatoire, c'est facile, une élévation de la CRP, soit on est dans une autre situation fréquente qui est le syndrome dysmétabolique dont on a parlé. Et dans ces cas-là, on a intérêt à doser le fer hépatique si en particulier on n'a pas de syndrome dysmétabolique. Et on peut se retrouver dans des diagnostics beaucoup plus rares. Sachant que si, évidemment, il y a un syndrome dysmétabolique, on pense qu'il y a une hépatosidérose, et qu'à ce moment-là, on a des marqueurs, vous savez maintenant, le stéatotest, un certain nombre de marqueurs, les tests de fibrométrie indirects, biologiques, qui permettent d'évaluer le degré de stéatose, qui permettent d'avoir un diagnostic approximatif, prédictif de NASH, non-alcoolique stéatohépatitis. Donc on a des outils biologiques, bien sûr la biopsie, pour explorer l'atteinte hépatique chez ces patients-là. Et donc, quand on n'a pas le syndrome dysmétabolique, vous voyez que soit, éventuellement, on reviendra à cela et on fera une biopsie hépatique, soit on va avoir les mutations de la ferroportine, soit la celluloplasminémie, donc les situations rares d'hémochromatose. Et puis, on peut avoir des maladies beaucoup plus rares, qui est la maladie de Gaucher, qui est une syngolipidose, une maladie héréditaire qui est rare. Et puis, on a un petit syndrome qu'il faut savoir repérer, qui est le syndrome hyperféritinémie cataracte, et c'est facile, c'est familial, c'est héréditaire, et il y a des cataractes précoces dans la famille. Donc les surcharges acquises, principale cause des transfusions dans les anémies chroniques, les apports de parentéraux de fer. Modérés, c'est, là je parle des surcharges en fer, il peut y avoir une ferritine très élevée, on l'a vu, c'est l'alcoolisme, c'est le syndrome dysmétabolique, c'est la cirrhose, c'est la porphyrie cutanée tardive avec les bulles, avec les urines qui se colorent, avec les porphyrines qui changent de couleur à la lumière.
Et c'est dans ces porphyries cutanées tardives, le traitement est aussi repose sur les saignées. Donc, situation qu'il faut garder à l'esprit, qui ne sont pas fréquentes. Dans les surcharges génétiques, la plus fréquente, c'est l'hémochromatose de type 1, qui est la mutation HFE. C'est, dans les cas plus rares, d'autres hémochromatoses. Les hémochromatoses dites de type 2, qu'on appelle juvéniles, parce que touchant des sujets jeunes, à l'inverse de l'hémochromatose de type 1 qui se révèle à un âge plus avancé. Et on a soit des mutations de l'hepcidine, soit des mutations d'une autre protéine qui intervient dans la régulation du fer, qui est l'hémojuvéline, hein, et non pas l'hémojuvénile. Hein. Et l'hémochromatose de type 3, qui sont liées à des mutations du récepteur 2 de la transférine, et qui ont un tableau assez voisin, en définitive, de l'hémochromatose HFE. Et donc, quand on a des grandes surcharges en fer, quand on saigne les malades et qu'on a des diminutions modérées des stocks de fer, et qu'on n'a pas de mutation C282Y homozygote, eh bien, on fait ces recherches. Donc, c'est toujours en relation avec le centre de référence, parce que c'est relativement coûteux à faire et assez long. Et puis, on a l'hémochromatose de type 4, qui sont les mutations de la ferroportine, où on n'a pas de saturation élevée. Et là, il y a des cas familiaux connus, il y a des familles de mutations de la ferroportine. C'est relativement rare, il y a des dizaines de familles bien répertoriées en France, donc vous n'allez pas tomber dessus tous les matins. La céruléoplasminémie héréditaire. La céruléoplasmine, ça intervient dans le métabolisme du cuivre et du fer. Hein, mais c'est des affections rares. Donc physiopathologiquement, c'est assez facile. On a au départ environ 1 gramme de fer dans les réserves, 6 mg de fer circulant, 2,5 g de fer dans les globules rouges. Eh bien, si la balance se positive, on va aller vers une surcharge en fer progressive. Et comme, bien entendu, ce fer-là, il est assez incompressible, il va falloir que le fer se stocke ailleurs. Il va se stocker dans les tissus et ça peut atteindre des valeurs de 10 à 40 grammes. Et les tissus en question, ça va être principalement les viscères, en particulier le foie, le cœur, le pancréas, et aussi dans le système ostéo-articulaire et particulièrement les articulations. Donc voici les gènes qui codent pour les protéines du fer et qui sont responsables en cas de mutation d'hémochromatose. Vous voyez qu'ils ne sont pas situés sur les mêmes chromosomes. Hein. C'est assez diversifié. Donc quand on revient aux hémochromatoses, sur le plan de la mutation et des transmissions, la mutation est récessive, transmission récessive, donc le type 1 HFE, le type 3 TRF2, ces deux types qui sont assez voisins sur le plan de l'expression phénotypique. Les autosomiques dominantes, c'est la ferroportine. Et puis les formes juvéniles avant 30 ans, qui sont des autosomiques récessives, le type 2A, l'hémojuvéline, et le type 2B, le gène HAMP de l'hepcidine. Bon. Toutes ces choses peuvent se dépister actuellement par les techniques génétiques, mais ça ne se fait pas en routine. La seule chose qu'on fait en routine et la seule chose qui est remboursée, c'est la mutation de type HFE, vous le savez. Donc l'hémochromatose est la maladie héréditaire la plus fréquente en France, l'hémochromatose HFE1, 90% des cas, autosomique récessive. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mutation, elle est relativement fréquente, 0,4 à 5 pour 1000 de mutations homozygotes C282Y dans la population française, mais ça ne veut pas dire que toutes ces personnes sont malades. La pénétrance est incomplète et elle est variable. C'est-à-dire qu'en gros, on estime que 10 à 50% des patients homozygotes auront une surcharge en fer décelable, et ces gens-là auront une surcharge en fer à des degrés variables qu'on va revoir. Et on considère qu'il y a environ 50% de ces 60 000 personnes qui sont dépistées. Donc vous voyez qu'on a dit beaucoup de choses sur l'hémochromatose, sur son risque, etc. C'est certes un problème de santé publique incontestable. C'est le problème du dépistage, et on va revenir sur les indications. Mais en gros, ça concerne ce volume de personnes avec des disparités géographiques, puisque c'est lié au gène. Et comme c'est un gène qui est plutôt d'origine celtique, il est plus répandu en Bretagne, dans l'Ouest, en Lorraine, parce qu'en Lorraine, il y a eu au XVIIe siècle, après la guerre de 30 ans et la peste, qui a plus que décimé la population, puisque la moitié de la population a disparu. Il y a eu des immigrations importantes qui sont venues soit du sud, de Franche-Comté et de Suisse, et du Jura, soit de l'Ouest, c'est-à-dire de la Bretagne. Donc on a pas mal d'hémochromatose en Lorraine, et beaucoup moins quand on va dans le sud de la France. Hémochromatose HFE. Donc, on a au départ des anomalies biochimiques, saturation et ferritine, et puis ça va vers une maladie grave multi-organes, mais cette évolution n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas parce qu'on a un frère qui a la même mutation
qu'on va faire la même maladie. Donc il y a d'autres facteurs qui interviennent. Ces facteurs, ils sont nombreux. D'abord, il y a des mutations d'autres gènes du métabolisme du fer qui ne sont pas forcément connus. Il y a des gènes modificateurs ou inhibiteurs de l'hepcidine. On pense qu'en fait, l'expression est contrôlée par l'hepcidine. C'est-à-dire que chez certains sujets, ils ont la mutation, mais il y a une réponse appropriée de l'hepcidine. Donc, ils ne stockent pas de fer. Et chez d'autres, c'est anormal. Donc il y a probablement en fait des sous-groupes où on a des anomalies complexes. Et puis il y a d'autres facteurs de l'hôte. C'est évident que si vous consommez de l'alcool, vous apportez du fer exogène. Si vous consommez de la vitamine C, vous en absorbez plus, etc., etc. Et puis on a des facteurs ici également modifiables. On a dit l'alcool, le virus de l'hépatite C, on a une surcharge en fer. Et puis l'insulino-résistance, qui est le facteur en cause dans le syndrome dysmétabolique. Alors, il y a eu des recommandations en 2005 de la HAS, qui sont toujours d'actualité, et qui ont classé la maladie en 5 stades à partir de la mutation. Donc, il y a des sujets qui ont la mutation, et puis qui n'ont aucune anomalie. Alors, ça va être le cas si on fait, par exemple, un dépistage familial. On va trouver le probant, il a la maladie, et puis on voit dans sa famille, un autre, dans la parenté, un frère ou une sœur, ils sont mutés, mais ils n'ont pas d'anomalie. La première mutation, ça va être l'augmentation de la saturation de la transférine. Il y a quand même un excès de fer, donc ce qui se sature en premier, c'est la transférine, mais on n'a pas forcément d'élévation de la ferritine, donc elle augmente à plus de 50%. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'est l'anomalie saturation de la transférine, plus la ferritine qui va monter. Plus de 300 chez l'homme, plus de 200 chez la femme, avec toujours la mutation. Il y a eu beaucoup de travaux de suivi chez les malades. Alors, on a pensé pendant longtemps que, une fois qu'on était parti pour monter, ça allait monter indéfiniment. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a des patients chez lesquels l'élévation reste modérée et le reste, et il y a des patients chez lesquels ça va monter. Et il y a une certaine variation au cours du temps de tous ces éléments. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Ensuite, au stade 3, la ferritine augmentant, le stockage de fer augmentant, le fer étant toxique, surtout quand il est à l'état libre, parce qu'il n'y a pas assez de ferritine, donc il est à l'état libre, il va entraîner des lésions tissulaires qui sont au départ des lésions minimes et qui vont altérer ce qu'on appelle les symptômes de qualité de vie. Et c'est là qu'on va voir apparaître les signes classiques de la fatigue, de la perte de la libido, les douleurs articulaires, etc. Donc des signes qui ne sont pas du tout spécifiques, bien entendu, et qui font que la ferritine est dans l'arsenal biologique du diagnostic de ces manifestations générales. Et si on va plus loin, au stade, on va dire 4, c'est-à-dire au 5e stade, vous avez à ce moment-là l'apparition de lésions tissulaires qui compromettent le pronostic vital, et donc avec des maladies que l'on connaît, qui étaient la forme classique de l'hémochromatose, la cirrhose, le diabète, l'insuffisance cardiaque ou les troubles du rythme cardiaque. La mélanodermie, c'est une manifestation très tardive. C'est souvent très difficile. Nous, on s'aperçoit de la mélanodermie quand le patient la perd, en définitive, lorsqu'on le saigne. Les photos, c'est jamais de très bonne qualité. Et donc, la mélanodermie, il y en a toujours un certain degré et c'est corrélé à la valeur de la ferritine. Et puis, ça dépend, bien sûr, de la complexion, du teint des individus et autres. Mais ça ne sera pas présent pour des valeurs de l'ordre de 1000 ou inférieures à 1000. La cirrhose, évidemment, c'est une complication très grave parce que le risque d'hépatocarcinome est majeur. 5% par an quand on a une cirrhose liée à l'hémochromatose. Et ce risque n'est pas diminué par la soustraction du fer une fois que la cirrhose est installée. Donc c'est une surveillance qu'il faudra faire chez ces patients. La cardiopathie, c'est évidemment un problème qui peut être potentiellement grave, avec des insuffisances cardiaques. De temps en temps, on arrive au diagnostic de cardiopathie hémochromatosique par la bande. Il y a aussi des diagnostics de cardiomyopathie éthylique qui peuvent être posés à tort. Il y a des troubles du rythme, il y a des différents problèmes. Ce n'est pas toujours réversible. Les endocrinopathies, eh bien, c'est hypogonadisme diabète. Évidemment, c'est le fameux diabète de l'atteinte pancréatique, qui est une atteinte insulinoprive ici. Et puis, on a insisté ces dernières années avec un beau travail publié par les collègues français, la rhumatologue, sur les atteintes ostéo-articulaires. Alors, classiquement, il y a une chondrocalcinose qui se développe plutôt et particulièrement au niveau des grosses articulations, qui entraîne souvent, d'ailleurs, peut entraîner un remplacement prothétique précoce.
faut avoir la puce à l'oreille. Et vous voyez que ce n'est pas seulement la chondrocalcinose, c'est aussi le risque d'arthrose qui est multiplié par 2,5. Il y a des interactions avec le métabolisme du fer et du calcium. Il y a un risque majeur d'ostéoporose. Donc on pourrait être amené à faire des diagnostics d'hémochromatose par le biais de l'ostéoporose, en particulier masculine. Et vous voyez que le risque de prothèse de hanche est multiplié par 5. Je me souviens que un des premiers patients qu'on avait vu, qui faisait du VTT, qui à mon avis n'est pas un facteur de risque particulier de coxarthrose, il avait déjà à 50 ans les 2 hanches remplacées. Ça n'avait jamais choqué personne. Puis j'avais une famille de 7, 4 qui avaient une hémochromatose sur les 7. Donc, revenons au diagnostic. La saturation de la transférine et la ferritine sont augmentées. On est dans la situation de l'algorithme de tout à l'heure. Il faut rechercher les mutations. Et vous pouvez le faire parce que c'est pris en charge par la Sécurité sociale dans cette situation particulière. Auparavant, on a éliminé les autres causes, notamment l'inflammation, l'alcool et puis les causes mixtes. Mais quand on ne les a pas, donc on recherche. Donc soit il n'y a pas de mutation, et en règle générale, on va s'arrêter là. Soit on a la mutation homozygote C282Y, C282Y, soit on a des mutations hétérozygotes, C282Y, H63D par exemple, dont on a longtemps et dont on continue de discuter le rôle dans la surcharge en fer. Et on va dire qu'il y a une hémochromatose à feu, et puis on va donc démarrer les saignées. Et on va faire l'enquête familiale, bien sûr, pour faire du dépistage, puisque la prévention se fait par les saignées. Si on a une ferritine qui est supérieure à 1000, et ou des alates et des azates augmentés, on n'est pas dans le cas du syndrome dysmétabolique, il faut rechercher une cirrhose. Donc on peut faire un fibroscanner par échographie, on peut aller à la biopsie hépatique, et il va falloir faire une surveillance du malade. S'il n'y a pas de mutation, on est dans l'autre cas de figure. Alors est-ce qu'il faut quand même ne rien faire? Ça dépend du cas. Et ça dépend en fait de quoi? Ça dépend de la valeur de la ferritine. Si vous n'avez pas de mutation et que la ferritine est inférieure à 500 et que vous avez éliminé raisonnablement les autres causes, il faut surveiller. De temps en temps, on est face à des sujets qui ont eu un état inflammatoire. La ferritine a beaucoup monté, et puis ensuite elle a baissé plus lentement que ce qu'on aurait pu attendre. Et de temps en temps, ça rentre dans l'ordre, de temps en temps, ça persiste. Mais finalement, même s'il y a une mutation rare, comme de toute façon, le risque tissulaire est lié à la valeur de la ferritine, si c'est faible et s'il n'y a pas de retentissement, il ne faut rien faire. Alors, on est souvent confronté à ça, nous, en consultation, chez des malades chez qui on a fait un bilan un peu tous azimuts. Et il faut se méfier en médecine générale des bilans tous azimuts, parce que plus vous augmentez le nombre de variables que vous dosez, plus vous augmentez le nombre de faux positifs. C'est une loi statistique. Et quand vous êtes à plus de 20 paramètres, vous en avez au moins un ou deux qui va être anormal. Donc il faut faire ça de façon ciblée. Alors de tout comme ça, on a des gens, ils arrivent, alors on leur dit, mais pourquoi on a fait la ferritine? Je ne me souviens plus, j'étais peut-être fatigué, vous êtes encore fatigué? Non, je ne suis plus fatigué. Vous voyez, bon. Bon, mais moins de 500, ce n'est pas important. Par contre, plus de 500, il faut faire à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est une IRM. L'IRM permet à la fois, par un système de calcul, de contrôler le stock de fer hépatique avec une mesure qui est très précise et qui remplace complètement la mesure du fer sur le tissu sec hépatique par la biopsie. Et en même temps, l'IRM a un gros avantage, c'est qu'elle permet d'une part de voir s'il y a des anomalies hépatiques, une cirrhose par exemple, il y a des éléments en faveur de la cirrhose, une hypertension portale, et également de voir si le fer est dans le foie, mais aussi ailleurs, et en particulier dans les muscles. Parce que dans les muscles, on voit ça dans les anomalies comme la ferroportine et autres, il y a d'autres situations où on a un stockage qui peut exister en dehors du foie, alors qu'il est en général prédominant dans les mutations habituelles. Donc si le fer est normal, a priori, il n'y a pas d'hémochromatose. Et on a un certain nombre de patients qui se baladent avec des ferritines entre 500 et 1000. Bon. On les surveille. Si le fer est élevé, en revanche, c'est une hémochromatose non HFE. Et dans ces cas-là, on fait les saignées, on fait l'enquête familiale pour voir s'il n'y a pas d'autres cas. Il est très possible qu'il y ait des mutations inconnues, on l'a déjà dit, qui puissent expliquer cela, des mutations multiples. Donc à ce moment-là, on se met en relation avec les centres spécialisés. On peut faire des études génétiques complémentaires. Et en règle générale, on se base sur la quantité, soit la quantité de fer élevée, donc si elle est vraiment très importante, soit le nombre de saignées qu'on est obligé de faire. Et par exemple, est-ce qu'on arrive à normaliser la ferritine après avoir enlevé 6 litres de sang ou non?
Donc on se base un peu sur l'importance du stock de fer pour faire ou non ces recherches plus complexes, sachant que de toute façon, le traitement, ça va être les saignées dans l'état actuel des choses. Donc l'IRM, la normale de concentration du fer, c'est 36 micromoles par gramme. Ici, vous avez un foie qui est normal. Vous voyez qu'il est normal parce qu'il a à peu près la même densité que le muscle ici, que la rate. Donc il n'y a pas de surcharge en fer. On va pouvoir la quantifier et étudier sa répartition. Et là, le foie, ben, c'est simple, c'est à retenir, c'est qu'il devient noir, suivant la séquence utilisée pour l'hémochromatose. Donc, et plus il est noir, et plus il y a de fer. Et vous voyez qu'ici, il est noir, mais que le muscle n'est pas noir. Donc on peut quantifier la surcharge en fer avec la notion d'index hépatique, concentration sur âge, inférieur à 2, faible surcharge, supérieur à 2, surcharge importante. Et on peut faire aussi le rapport du foie avec le muscle ici, comme je vous l'ai dit. Et en fait, la biopsie hépatique est rarement nécessaire, sauf si on a une incertitude par rapport à une cirrhose, par exemple. Dans le cas des hétérozygoties composites, c'est-à-dire qu'on a un seul chromosome qui porte le C282Y, un autre le H63D, et on a en général une ferritine et une saturation en transférine qui sont modérément élevées. C'est exceptionnel que ces gens-là fassent des hémochromatoses, sauf s'ils ont d'autres facteurs comme l'alcool, le dysmétabolisme. Et il n'y a plus d'intérêt à rechercher la mutation H63D dans l'état actuel des choses. Donc la ferritine, elle va servir à quoi? Elle va servir à quantifier la surcharge en fer. Elle va avoir une évaluation pronostique parce que plus elle est élevée et plus il y a de risque qu'il y ait des lésions tissulaires. Donc elle va aussi servir à décider de faire des saignées, à l'évidence quand elle est supérieure à 1000, et même quand elle est inférieure à 1000 et supérieure à 500, chez des gens qui ont des symptômes, notamment la fatigue. Et puis elle va servir aussi, ça va être le seul marqueur pour le suivi du traitement. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un marqueur ubiquitaire qui ne coûte que B52. Ça va retenu. L'objectif donc des saignées, c'est des saignées de 7 ml/kg par semaine en ne dépassant pas, c'est inférieur, en ne dépassant pas 550 ml à chaque fois. Donc en principe, c'est toutes les semaines. Alors il y a le problème de la tolérance du patient. Si le patient tolère bien, ça peut être fait à domicile avec un prestataire. L'objectif du traitement d'attaque, c'est de baisser rapidement les stocks de fer et la quantité excessive de fer et arriver aux alentours d'une ferritine de 50. Alors attention, on voit, je vais voir une patiente adressée par l'association Hémochromatose France la semaine prochaine. Cette patiente est fatiguée, on lui trouve une hémochromatose, on la saigne, elle est un peu moins fatiguée, elle est toujours fatiguée, donc on la saigne encore, et finalement elle arrive à une ferritine qui est indosable avec une anémie, et elle est toujours fatiguée. Bon, donc évidemment c'est une erreur. Si on n'arrive pas, si à 100 microgrammes par litre ou 50 microgrammes par litre, on n'a pas fait disparaître des symptômes, ils ne sont pas en rapport avec le problème. Et on est avec les associations de patients, la grande difficulté d'avoir en fait dans un bilan découvert une hémochromatose qui est quand même relativement fréquente, mais en fait c'est pas ça qui explique l'essentiel des problèmes. Et puis il y a d'autres phénomènes associés, et finalement peut-être que les phénomènes dont se plaint le plus le patient ne sont pas ceux qui sont en rapport avec l'hémochromatose. Alors c'est difficile de convaincre un patient, quand on lui a dit qu'il a une hémochromatose, que les deux choses ne sont pas liées. Et une fois qu'on a passé la phase d'attaque, c'est le traitement d'entretien, avec des ferritines donc à maintien inférieur à 50. En gros, entre 3 à 5 saignées par an suffisent pour maintenir la ferritine. En théorie, ces personnes pourraient donner leur sang, évidemment, si elles n'ont pas de maladie. Alors ça, c'est sujet à controverse avec les centres de transfusion sanguine. Il y a des centres qui acceptent de faire les saignées des patients hémochromatosiques, mais dans la limite, j'allais dire, des stocks disponibles d'infirmières, c'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas que ça prenne trop d'ampleur. Les prestataires peuvent le faire. Il vaut mieux le faire à l'hôpital quand il y a des facteurs de risque, une atteinte cardiaque, un risque de choc, etc. Et puis, c'est intéressant aussi de se poser la question de ce qui se passe. On a déjà eu comme ça des malades, brutalement, ils ont une ferritine qui descend. Et puis on ne fait plus de saignée, et la ferritine descend. Alors à ce moment-là, il faut se poser la question d'un saignement interne, et en particulier d'un cancer. Donc on voit très bien au suivi du foie et de l'IRM qu'ici on a 15 grammes de fer. Vous voyez que petit à petit le foie reprend une coloration, enfin une densité normale, enfin disons une résonance normale, ici c'est l'IRM. Et voilà ici le résultat après soustraction de 12,5 grammes de fer. Alors le dépistage. Bon, les associations voulaient un dépistage généralisé.
Ce dépistage n'est pas fait. Il n'est pas fait parce que, en fait, quand on fait, nous on l'a fait avec le docteur Epstein de Folquemont, qui a fait dans sa patientèle systématiquement des recherches chez des sujets qui ne se plaignaient de rien, chez des sujets qui avaient des signes d'appel d'hémochromatose, et on s'est aperçu en fait que c'est très peu rentable, y compris chez les gens qui ont une ferritine élevée, inexpliquée, y compris chez les gens qui ont une ferritine élevée et une saturation intransférine élevée. Donc on dépiste, on arrive à trouver 0,5, 1% des patients avec la mutation. Donc c'est pas très rentable. S'il fallait faire un seul dosage qui est pas cher, c'est la saturation d'intransférine, qui à 2 reprises, si elle est supérieure à 50%, quand même peut orienter évidemment vers une surcharge en fer, sachant qu'il y a aussi l'alcoolisme, enfin il y a tous les autres facteurs. Donc pas de dépistage généralisé. Maintenant, est-ce qu'il est complètement aberrant dans un système de santé qui dépense tellement d'argent de faire un jour la ferritine dans la vie de quelqu'un? Par exemple, à 40 ans, on fait bien le cholestérol. Bon, mais ça a peut-être plus d'importance de faire le cholestérol ou le LDL. En revanche, le dépistage familial est important pour l'hémozygosie 282Y. Et le diagnostic individuel, c'est la clinique plus la biologie. Donc vous voyez, il y a un point d'appel clinique, il y a une saturation à plus de 50%, il y a une ferritine à plus de 200-300, vous faites le test génétique, il est remboursé. Vous dépistez la maladie, et donc après, on peut discuter de la situation. Quand vous êtes à des ferritines inférieures à 500, bon, en général, quand on a une ferritine anormale et un test génétique positif, on fait des saignées. On part du principe qu'on fait des saignées, même si cette ferritine ne va pas rester très élevée. D'abord parce que si on ne le fait pas et qu'il y a des signes qui apparaissent, on va nous le reprocher. Donc à partir du moment où vous avez la surcharge en fer et le test positif, il faut faire des saignées et maintenir la ferritine aux alentours de 50. Alors, chez qui faut-il le faire? Alors on a coutume, ça c'est les arguments développés par l'association Hémochromatose France et qui ne sont pas faux. Trop jeune pour être fatigué. Trop jeune pour avoir des troubles sexuels. Les douleurs articulaires. Alors la poignée de main douloureuse, c'est quand même pas très très fréquent. C'est lié au fait qu'il y a l'arthropathie au niveau des mains. Mais bon, c'est des choses qui peuvent survenir. Il est évident que vous pouvez avoir une dépression qui est à l'origine de ces phénomènes et que vous pouvez aussi avoir une dépression réactionnelle. On a eu des cas comme ça. Dépression réactionnelle parce que le sujet, il n'arrive plus à faire tout ce qu'il faisait et puis il déprime. Dépression réactionnelle et il a une hémochromatose. Donc ça, c'est après votre sens du diagnostic et savoir à bon escient faire une saturation et le cas échéant une ferritine ou les deux en même temps, qui, quand on a vraiment des arguments forts, je crois que c'est tout à fait raisonnable. Puis bien sûr, les signes tardifs, c'est les cardiopathies, les diabètes, les prothèses articulaires. Il faut peut-être penser là aussi à faire la ferritine. Parce que si on ne va pas empêcher le remplacement prothétique, on va peut-être empêcher l'arrivée de la cirrhose ou du diabète. Donc déjouer les pièges diagnostiques, les associations morbides, les syndromes dépressifs, je l'ai dit. L'alcool, ça c'est un gros problème. Alcool, hémochromatose. Mais sachant que dans le doute, il vaut mieux faire une recherche de mutation, parce que si on a la mutation, on a un risque de surcharge en fer, et si on a une consommation d'alcool, on a un risque aggravé de surcharge en fer, et on a un risque aggravé d'hépatopathie et de pancréatopathie. Donc on a tout à fait intérêt à s'en occuper. Les hépatopathies aussi, bien sûr, avec en particulier l'hépatite C, et qui là aussi peut faire l'objet d'un dépistage. Le syndrome métabolique et les problèmes d'hyperferritinémie. Et chez ces patients, on a beaucoup discuté, faut-il les saigner, faut-il pas les saigner? Manifestement, l'hyperferritinémie pourrait jouer un rôle néfaste dans le développement de la stéatohépatite et l'évolution vers une cirrhose. Donc dès que les chiffres sont élevés, a fortiori s'ils sont fatigués, on les saigne. Et on a très souvent de bons résultats. Les gens étaient fatigués et la fatigue diminue au prorata de la diminution de la ferritine. Et puis donc vous avez vu, syndrome inflammatoire, hyperferritinémie, l'intérêt de la CRP, de la surveillance. S'il n'y a pas de phénomène, on peut attendre. On peut attendre quelques semaines. Voilà, donc en conclusion, vous voyez, petit tableau de synthèse. Et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Là, on est pile poil. Oui. Ah oui. C'est une séquence spécifique. Tout le monde a le module. C'est développé par les firmes et donc tout le monde peut faire ça, sans problème. Oui. Le thé et le sport dans le métabolisme du poids et du fer. Le thé et le sport.
Quelle est votre idée derrière la tête? d'espacer dans les traitements d'entretien la nécessité de la fréquence des signés par une. En essayant de chélater, enfin en empêchant, en diminuant l'absorption du fer, par le thé en particulier. On peut utiliser ça. Ce qu'il faut de façon évidente, c'est pas donner. Il y a souvent des cas comme ça. Les sujets sont fatigués, on leur donne de la vitamine C. Alors, la vitamine C augmente de façon importante l'absorption du fer. Tous ces petits moyens peuvent être utilisés, bien sûr. Sachant que vraiment, d'un patient à l'autre, vous aurez des variations importantes de la vitesse d'augmentation du fer ou de sa diminution. Et quand on est dans des ferritines de 2000, 2500, 3000, on ne sait pas trop. Là, l'IRM hépatique est intéressante parce que la concentration hépatique en fer va nous donner des chiffres beaucoup plus précis par rapport au risque. Et on peut, en fonction de la concentration, avoir par un algorithme la correspondance en quantité de fer. Quand vous allez par litre de sang enlever à peu près 0,5 g de fer, vous allez, il en faut beaucoup, hein, des litres de sang pour enlever du fer, quand il est en grand surdosage. Donc des petits moyens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ça concerne déjà les frères et sœurs. Si possible, quand on peut avoir le diagnostic chez les parents, s'ils sont vivants, c'est important de savoir qui est porteur ou pas, mais c'est principalement chez les frères et sœurs. En général, pas de dépistage avant 20 ans, parce qu'avant 20 ans, tout est normal. Chez les enfants, on ne peut pas, vous voyez, comme je vous ai dit au début, c'est pas parce qu'on a une forme stéréotypée chez le père ou chez la mère qu'on va avoir les mêmes formes chez les enfants qui vont être porteurs de la même mutation. Il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Bon, donc là, on va doser la saturation de la transférine, doser la ferritine. Vous avez besoin de quelque chose? Mais chez les tout jeunes enfants, on ne le fera pas, ça. Mais à partir de l'âge de 30 ans, je crois que c'est raisonnable de le faire, parce que c'est en gros, quand même, dans la mutation HFE, c'est à partir de 30 ans qu'on voit apparaître les signes. Dans les mutations juvéniles, c'est beaucoup plus tôt. Bon, eh bien, bonne continuation. Oui, j'ai déjà signé, mais j'ai pas mis l'autre truc, mais j'ai signé une fois. D'accord. Je peux prendre le PowerPoint. Alors, là, il est dessus. Ah ouais, allez-y. Si vous voulez récupérer le PowerPoint, allez-y. Si ça vous intéresse, on va parler Internet après. Alors, pas faire. Je pense quand même que dans les années à venir, donc ça c'est la clé. Ça c'est la clé. Et ça c'est le programme. Comment je fais? On sait comment mettre le programme sur la clé? Il doit être là, celui-là, non, normalement. Il n'est pas là en bas, le PowerPoint. Ah oui, bah oui. Donc là il suffit de faire glisser. Alors ça c'était Bouchy, je ne sais pas si c'est... Alors un c'est pas les atout. bons. Non, qu'on ne lui pique pas, parce que c'est ce qu'il va faire juste après. Non, c'est pas celui-là. Les règles d'usage. Il doit être... bah non, je ne sais pas où il est le PowerPoint. Il est peut-être... Hyperferritinémie. Ça doit être celui-là, en haut là. Ouais. Voilà. Donc, du On coup, va faire un copier. Copier. pied. Et puis on va Ouvrir ouvrir encore, celui-là. ok. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Parfait. Hop, hop, hop. Tac. Ok, Et super. puis on va le décrocher bien comme il faut. Faites les choses Proprement. bien. Bah oui, parce que quand on se flash son... Mais du coup, ça fait quoi en fait de ne pas le décrocher comme ça? Eh ben, on peut avoir un jour sa clé USB ou son truc qui plante définitivement. D'accord. Quand je fais payer après. Ouais, c'est ce qu'on était en train de faire. Hop. Hop. Tac. Il doit être encore dedans, non? Normalement. Parce que j'ai pas l'habitude. Collé. Je suis un vieux habitué à la souris classique. Et je manipule mal la touchpad.
Ouais, bah on est tous pareils. Mais... Bon, allez, tout. Tac. On va faire proprement. Tu veux que je le fasse en même temps? Tiens, Je suis dedans. oui, mais Attends, j'enlève ma. C'est bon? Viens voir ce que tu as de l'autre côté. Non, il n'y a rien. Attends, tu as des ordi Oh, magnifiques. ça y est, ça y est. Ah bah il y en a un autre de l'autre côté. Bien sûr, allez, installe-moi.